La douleur est un phénomène commun. Il suffit par exemple d'un coup de marteau maladroit pour provoquer une lésion locale et déclencher diverses réactions. Pousser un cri, retirer la main. Cette douleur est une douleur aiguë, c'est-à-dire de courte durée. Nous l'opposerons plus loin aux douleurs persistantes, chroniques, dont les mécanismes sont différents et nettement plus complexes. Le message va ensuite atteindre les différentes structures du cerveau. Le coup de marteau induit un traumatisme local et provoque l'excitation de récepteurs particuliers. Un message est alors transmis par certaines fibres nerveuses le long des nerfs périphériques jusqu'à la moelle épinière. À ce niveau existe un système particulier de très grande importance appelé la porte. Le message va ensuite atteindre différentes structures du cerveau. C'est au niveau du cerveau que le message deviendra réellement douleur, c'est-à-dire une sensation et une émotion désagréables qui poussent l'individu à adopter un comportement particulier. Par exemple, appliquer de l'eau fraîche pour atténuer la douleur. Il y a près de 25 ans, deux chercheurs, Ronald Menzack et Patrick Wall, ont proposé une théorie qui reste toujours d'actualité dans ses grands principes. Elle est appelée en anglais « théorie du gate control », que l'on peut traduire par « théorie de la porte de contrôle ». La comparaison avec une porte qui peut être plus ou moins ouverte ou fermée illustre bien que le débit des messages douloureux peut être amplifié, réduit et même totalement interrompu. En effet, la transmission du message douloureux ne se fait pas comme le long d'un câble électrique. Les impulsions nerveuses transmises de la périphérie au cerveau subissent divers contrôles qui peuvent en augmenter ou en diminuer le débit. Cette théorie a permis de comprendre que cette sensation rassurante de l'eau fraîche, une bouillotte chaude ou un bain chaud peut effectivement. On sait maintenant que l'organisme dispose de nombreuses ressources pour supprimer une douleur. Il sécrète ses propres substances antidouleurs. Ce sont les morphines naturelles appelées endomorphines. Elles inhibent, c'est-à-dire bloquent la douleur en fermant la porte. Ces notions ont bien sûr d'importantes conséquences thérapeutiques. On peut en effet agir sur la porte pour la fermer partiellement et même complètement. La théorie de la porte permet de comprendre que la douleur apparaît en cas de déséquilibre entre système inhibiteur et système excitateur. Un coup de marteau, une entorse, une piqûre provoque un excès dans le système excitateur. Un autre mécanisme peut également rompre l'équilibre, c'est le dérèglement d'un système inhibiteur. Cette défaillance facilite, amplifie la douleur et permet d'expliquer certaines douleurs après une amputation ou après lésion nerveuse. Pour traiter la douleur, on dispose de deux approches. Chercher à réduire le système excitateur et, si c'est insuffisant ou impossible, renforcer un système inhibiteur en cédant des ressources mêmes de l'organisme. Ainsi, une sensation rassurante ou agréable peut réduire, bloquer la douleur grâce. La douleur n'est pas seulement ce circuit qui va de la périphérie vers les centres du cerveau. C'est aussi la façon dont l'individu interprète la douleur, la comprend et se comporte vis-à-vis d'elle. Une gêne dans la poitrine inexpliquée, dramatisée, peut conduire au découragement, ce qui ouvre le système de la porte. La même cause est interprétée de façon rassurante, banale, La douleur va modifier le comportement de celui qui souffre, et les autres vont voir la douleur, entendre la douleur. Leurs réactions positives ou négatives peuvent venir soulager ou accroître la détresse et la souffrance. Lorsqu'une douleur persiste, résiste au traitement, le plus souvent elle se complique de nombreux facteurs. Contraction musculaire, manque de sommeil, fatigue, mauvaises conditions physiques, inoccupation, anxiété, démoralisation. Lorsque l'inactivité physique ou professionnelle empêche l'esprit de se détourner de la douleur, des cercles vicieux risquent de s'installer, d'entretenir et d'amplifier la douleur. Il est donc fondamental d'agir au plus tôt et sur tous les cercles vicieux. Ici, la collaboration entre les médecins, l'ensemble des professionnels de santé qui interviennent, la personne qui a mal et sa famille, devient essentielle pour proposer une démarche de soins homogène et encourager toutes les attitudes, tous les comportements.
Chaque cas doit bien entendu être analysé individuellement pour mettre en évidence les facteurs d'influence particuliers à chaque douleur. Ceux qui l'augmentent, qu'il faudra contrôler, ceux qui la réduisent, qu'il faudra renforcer, pour ainsi organiser un ensemble de stratégies qui permettront un meilleur contrôle. En premier lieu, examinons la façon de prendre les médicaments prescrits. Chaque fois qu'une douleur dure, il est recommandé de prendre les antalgiques à heure fixe et non pas au coup par coup, uniquement lorsque la douleur revient ou devient insupportable. Il est préférable de les prendre préventivement, c'est-à-dire avant que la douleur ne revienne. En cas d'accès et malgré un traitement préventif, certains traitements complémentaires peuvent toutefois être prescrits. Regardons ces deux courbes. Sur la première, on voit les pics douloureux et les prises d'antalgiques au coup par coup au dernier moment. L'autre courbe, au contraire, montre tout l'intérêt d'un traitement préventif, régulier, à heure fixe. Dans ce cas, la crise douloureuse n'apparaît plus, elle est traitée préventivement. Un autre moyen thérapeutique est d'appliquer localement une sensation nouvelle, plus confortable, plus rassurante. Cela peut être la neurostimulation transcutanée qui, grâce aux électrodes d'un appareil miniaturisé portable, permet l'excitation d'un nerf et bloque ainsi la douleur. Plus simplement, les applications de chaud, de froid, des massages réalisés préventivement et régulièrement seront souvent extrêmement utiles. Il faut également savoir détourner son attention de la douleur, en s'occupant l'esprit par des activités motivantes. Reprendre progressivement des activités physiques est possible, et se base sur la stratégie suivante. Savoir faire une quantité définie d'activités, sans chercher à faire des prouesses inutiles, et en alternant avec des pauses. Cette mise en pratique régulière permet d'augmenter progressivement ses performances. Contrôler la douleur, cela s'apprend. Le contrôle psychologique de la douleur est pratiqué depuis fort longtemps dans d'autres cultures. Là aussi, sans parler de prouesses qui permettent à certains de se jouer de la douleur, on peut réellement apprendre à la contrôler grâce aux techniques de respiration et de relaxation. Pour une même douleur initiale, on a moins mal lorsqu'on est relaxé physiquement et psychologiquement, lorsqu'on domine le stress, lorsqu'on se tient des propos positifs et lorsqu'on maintient un comportement le plus normal possible. Le traitement par relaxation et des exercices respiratoires permet d'interrompre de nombreux cercles vicieux de la douleur, en réduisant la tension musculaire, en éliminant la fatigue, en redonnant un sommeil de qualité, en retrouvant confiance. Elle aide à s'évader de la douleur en laissant son esprit s'absorber dans des rêveries confortables. De nombreux cercles vicieux vont ainsi être brisés. Donner leur chance à ces techniques d'autocontrôle, c'est au départ ne pas sous-estimer ses capacités à changer son état. Une douleur rebelle n'est pas uniquement l'affaire des médecins. Chacun a en soi les capacités de combattre la douleur qu'il faut développer en additionnant de nombreux petits changements quotidiens, ce qui relève de la persévérance et non pas du miracle. Sans une entière participation, sans une réelle motivation, l'amélioration peut ne pas. Nous l'avons vu, la douleur est modifiable en bien comme en mal. Elle tend de nombreux pièges. Cette douleur cache-t-elle quelque chose de vraiment très grave, de bien plus grave que ce que les médecins disent? Faut-il cesser toute activité physique et intellectuelle, attendre sans rien faire? Faut-il profiter du moindre mieux pour s'activer sans retenue? Ou s'arrêter que lorsque la douleur est redevenue insupportable? Faut-il attendre le dernier moment pour prendre les calmants efficaces? Ne prendre que la moitié des doses prescrites? Faut-il parler sans cesse de cette douleur, en parler à tout le monde et à la moindre occasion? Faut-il changer sans cesse de médecin, de traitement? Les pièges sont nombreux, et au bout de plusieurs mois en l'absence de conseils utiles et spécialisés, une douleur peut devenir tout à fait rebelle. Heureusement, il est possible d'apprendre à la contrôler et faire comme certains. Leur douleur ne se voit plus. Ils savent s'occuper, ils ont appris à vivre avec. Si ça vous intéresse, vous aussi, vous pouvez apprendre.